Un.
ça me frappe parce que je trouve qu'on commence à bien bosser ensemble et ça me fait plaisir qu'on puisse faire Vous êtes malheureusement peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse que là, on est en train de notre année 2027, on est en train de voir pour le faire à Montpellier. Et au moment de la quinzaine de l'Occitanie, il y en a des maisons, oui, mais la maison pardon, de Montpellier, mais moi je suis en contact avec M. Jarry, Richard Jarry, et je suis en contact avec la mairie, donc j'ai dit qu'on allait attendre les élections, parce que s'ils se représentent, si on passe, là on va avoir un bout là. On va avoir un bout là. Je voudrais bien, c'est lentement en place. Hervé, Moi, je vais me mettre au bout. si on devait le faire prochainement à Montpellier, il va se représenter. Une section aussi très active à Véro. C'est vraiment comme vous voulez, il n'y a pas de genre de mettre au bout. Dans ce cas-là, ça serait bien qu'on puisse faire des choses. Je crois que quelqu'un a oublié ça hier. C'est Benjamin. Mais je me mets tout, Pascal. Écoute, c'est vraiment au feeling. Je pense que peut-être Hermine, la seule femme, peut peut-être se mettre par exemple ici, grosso modo aussi. Et puis, je vous laisse. Voilà. Allez, au sort, mais on peut se fixer. Allez, Voilà. Bon. Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver à nouveau cette fois-ci pour la discussion de clôture de ce congrès, où on va en partie peut-être retrouver des thèmes qui ont déjà été abordés dans d'autres tables rondes, qui pourront peut-être nourrir notre débat. Donc, comme vous l'avez lu dans le programme, le thème, c'est, en utilisant le slogan de cette année du Congrès Tous Acteurs, voir comment la société civile peut stimuler, on a un petit bruit de fond là, peut stimuler, servir d'aiguillon à l'action politique, peut en quelque sorte inciter les responsables politiques français, européens, pour aller de l'avant pour la relation franco-allemande, mais au-delà pour l'Europe. Alors, je vous présente les participants de ce panel. Nous avons également quelqu'un qui est en ligne, puisque vous voyez que voilà, il y a 4 personnes à côté de moi, et donc il y a une 5e personne qui est en ligne. Je le salue tout de suite. C'est Robert Slotik, qui est le chef de communication auprès de la représentation de la Commission européenne à Paris. Bonjour, Monsieur Slotik. Vous nous entendez bien? Bonjour. Et on vous entend aussi. Donc, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes électroniques. Je présente, évidemment, ou je ne le présente plus, c'est Jean-Michel Prats, président de la FAFA, qui va tout nous dire sur le rôle que la FAFA peut jouer pour servir d'aiguillon aux acteurs politiques. On a 2 représentants, en quelque sorte, du monde, sinon ou politique, ou en tout cas des décideurs au sommet. Donc, mis à part M. Slotik, il y a donc également pour vous, à droite, sur la scène, Philippe Voiry, qui est ambassadeur pour la coopération transfrontalière et qui travaille au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères. Bienvenue également à vous. À côté de lui... Hervé Moritz, qui est le président du mouvement européen et qui est également un fidèle des congrès de la FAFA. Et puis, last but not least, notre représentante féminine sur le plateau, Hermine Agassarian, qui est la présidente de l'association française qui défend, qui promeut le triangle de Weimar en France, dont on a parlé hier matin lors d'une table ronde. Et il y a peut-être des éléments qui ont été évoqués hier qui pourront un petit peu alimenter le débat ce matin. Je commencerai peut-être par vous, Monsieur Slotik. D'abord parce que vous avez un peu un handicap technique, si on peut dire. Vous n'êtes pas présent sur place, mais parce que tout ce que on fait ici, tout ce que les personnes présentes ici, la FAFA font, c'est
bien sûr pour le franco-allemand, mais au-delà, c'est bien sûr évidemment, on voit les 3 drapeaux à droite du podium, c'est évidemment pour l'Europe. Alors, quel rôle joue pour la Commission, plus spécifiquement, puisque vous la représentez en France, quel rôle joue cette société civile? Est-ce qu'elle a ce rôle d'aiguillon dont on veut parler aujourd'hui? Ou est-ce que peut-être certains qui sont peut-être moins pro-européens diraient que peut-être la Commission européenne est très à l'aise dans sa tour d'ivoire et que les retours de flamme, entre guillemets, venant de la base sont peut-être moins essentiels. Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis malheureux de ne pas être parmi vous physiquement. C'est dommage, mais malheureusement, je n'ai pas pu me déplacer à Nantes pour ces congrès si importants. La question, la question piège, est-ce que la Commission se sent très bien dans sa tour d'ivoire? Bien sûr que non. Et en plus, la Commission, les institutions européennes, ce ne sont pas des tours d'ivoire. La société civile, les nations, ce sont eux qui décident. Nous, on est juste au service. Il faut prendre ça comme ça et pas comme nous les décideurs et vous les pauvres gens qui vous allez exécuter ce qu'on vous dit. Non, pas du tout, c'est pas cette approche. Et d'ailleurs, depuis quelques années, on voit très bien que la Commission essaye de faire plus pour mieux écouter, pour mieux s'inspirer de voix de société civile, des citoyens. Les derniers exemples, ce sont des panels citoyens qui ont été introduits dernièrement, qui stimulent les débats, qui sont nécessaires pour la prise de décision. Il y a des panels citoyens qui sont en cours. Et d'ailleurs, 12 Français participent dans un panel citoyen maintenant qui se déroule à Bruxelles et aussi, comme moi, virtuellement. Je dirais que sans société civile, on ne peut rien faire. Et tant mieux, parce que à la fin, c'est le rôle de société civile de nous avertir et de nous stimuler pour que la Commission prend l'action dans tel ou tel domaine. Voilà, ça c'est un peu le cadre général. Et puis pour des questions spécifiques, comment les institutions, la Commission peuvent soutenir la société civile, on peut passer plus tard. Très bien. Peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous venez d'évoquer ces panels de discussion. Est-ce que vous avez un exemple en tête où des suggestions de la base, des citoyens européens ont pu contribuer à ce que la Commission européenne corrige une décision qui était en réflexion, ou peut-être prenne une décision à laquelle peut-être elle n'avait pas songé d'elle-même? Tout de suite, de mémoire. Là, on n'a pas préparé, donc c'est la question piège. Voilà. Le panel citoyen qui sont en cours maintenant, ce sont vraiment pour utiliser l'énergie et aussi les idées qui viennent de citoyens. Il y a un panel sur les nouveaux budgets européens que la Commission vient de publier ses propositions, et d'ailleurs, il s'est inspiré aussi de cette délibération de la société civile, ou panel consacré à la lutte contre la haine dans la société ou sur l'efficacité énergétique. Voilà, j'en passe. Il y en a plusieurs. Les idées sont discutées directement par les citoyens de tous les États membres. Et ensuite, le message sont passés et ils sont intégrés dans les discussions qui mènent à proposition des commissions européennes.
Merci beaucoup. Alors, on va rester peut-être, avant de descendre, c'est pas négatif, au franco-allemand ou bien au triangle de Weimar, on va rester peut-être au niveau européen avec Hervé Moritz. Le mouvement européen, on ne le présente plus. Donc, votre rôle, c'est bien sûr de fédérer, de regrouper des personnes qui s'engagent pour l'Europe, pour une Europe plus forte, plus intégrée, peut-être sans doute pour beaucoup de membres aussi plus fédéralistes qu'elle ne l'est aujourd'hui. Quel rôle pouvez-vous jouer? Quels moyens avez-vous pour faire remonter des messages venant de vos membres, qui ont été des décisions qui ont été prises lors de vos congrès, auprès des acteurs politiques? Vous évoquiez aussi tout à l'heure, avant qu'on commence ce débat, une différence sensible entre le poids de lobbyistes, si on utilise un méchant mot, mais dans le sens positif du terme, que peut jouer le mouvement européen auprès des acteurs, en tout cas nationaux, en Allemagne et en France? Oui, tout à fait. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Pour rappeler quand même, donc le mouvement européen, c'est en effet une association qui réunit, qui fédère la société civile engagée pour l'Europe en France. Et donc on a un peu plus de 2000 adhérents un peu partout en France, et aussi des organisations membres, dont la FAFA, alors en France et puis en Allemagne aussi, est membre du mouvement européen Allemagne. Et le rôle du mouvement européen depuis 1948, c'est en effet d'accompagner la construction européenne. Elle a précédé la création des premières institutions. Le mouvement européen a inspiré ces premières institutions. Souvent, j'aime bien rappeler les premières résolutions adoptées au premier congrès fondateur du mouvement européen qui s'est déroulé à La Haye. Dans ces premières résolutions, on retrouve la rédaction d'une charte de droit, une cour pour faire respecter cette charte de droit, la création d'un parlement qui doit représenter les différents peuples européens et porter la voix des citoyens dans cette construction européenne, etc. Et donc, dès le départ, on a ces institutions qui se mettent en place. Cette charte de droit, ça va devenir la Convention européenne des droits de l'homme, qui est signée dès 1950, dont on fête le 75e anniversaire. La Cour européenne des droits de l'homme, qui est chargée de la faire appliquer, etc. Et tout au long de la construction européenne, le mouvement européen, par la mobilisation d'organisations, d'associations, de citoyens également, apporter un certain nombre de combats qui ont mis du temps parfois à se réaliser. L'élection au suffrage universel direct du Parlement européen, c'est 1979. Dès les années 50, le mouvement européen s'engage dans cette voie. La libre circulation, c'est pareil. On a retrouvé des petites photos. Cette année, on a célébré ce 75e anniversaire aussi. Je viens d'Alsace, et au nord de l'Alsace, vous avez Wissembourg. Et à Wissembourg, en 1950, il y a un groupe d'étudiants français et allemands qui ont pris d'assaut un poste frontière pour demander l'ouverture des frontières en Europe. Déjà en 1950, cet idéal de libre circulation, plus de contrôle aux frontières, cette liberté qui était demandée par ces jeunes étudiants. Et donc on a fait une petite commémoration au mois d'août cette année à la frontière franco-allemande. Et pourtant, ça ne s'est réalisé que dans les années 90. L'espace Schengen, la suppression des barrières aux frontières, ça a mis du temps à se réaliser. Donc le rôle du mouvement européen, c'est de porter ces combats. Et aujourd'hui, les combats que porte le mouvement européen sur un certain nombre de sujets portent des propositions, que ce soit sur la défense européenne. Aujourd'hui, on a des vrais sujets autour de la défense et de la manière dont on le fait. La question du budget, qui est forcément un gros dossier au niveau européen. Les engagements aussi qu'on a pris vis-à-vis de l'Ukraine. Et je pense que notre mouvement a aussi la responsabilité de rappeler que le projet européen, c'est aussi un projet qui vise à faire entrer dans la famille européenne tous les Européens qui le souhaitent. Et donc nos compatriotes, nos concitoyens ukrainiens ont leur place dans cette construction européenne. Et la question, c'est plutôt comment on fait en sorte de pouvoir accueillir l'Ukraine dans de bonnes conditions quand elle sera prête à entrer dans l'Union européenne. Il ne s'agit pas non plus de brader l'adhésion à l'Union européenne, mais comment justement on les accompagne sur cette voie et comment nous, on se prépare aussi à les accueillir. Et donc voilà, c'est un certain nombre de combats que le mouvement européen continue à porter aujourd'hui. Après, ce que je disais, c'est vrai, on participe à différentes consultations, à différents dialogues qui sont mis aussi parfois en place par les institutions européennes ou par les pouvoirs publics nationaux. La Commission européenne a, par exemple, dans cette conférence sur l'avenir de l'Europe,
il y a quelques années, a associé aussi la société civile et a proposé à la société civile de participer. Mais c'est vrai que parfois, la société civile, elle est aussi parfois un peu mise de côté ou parfois pas toujours écoutée. Et on en parlait tout à l'heure, et peut-être on pourra revenir là-dessus. Mais parfois, ça crée aussi, je pense que la société civile, c'est le moyen de canaliser peut-être des attentes, de les préciser, de permettre d'exprimer des attentes qu'ont les citoyens vis-à-vis de leurs dirigeants. Et ces dernières années, on voit émerger particulièrement en France des mouvements qui sont complètement gazeux, comme là on a vu le mouvement Bloquons tout au mois de septembre, les Gilets jaunes il y a quelques années, etc. Et qui, à mon avis, témoignent que l'affaiblissement de la société civile en France qu'on a depuis une quarantaine d'années, moi quand je nous compare au mouvement européen Allemagne, le mouvement européen en France n'a pas du tout la même force de frappe. En Allemagne, la société civile est encore forte. Les syndicats, les organisations de la société civile sont encore très écoutées, très concertées dans le débat public. En France, c'est quand même moins le cas. Et cet affaiblissement crée, à mon avis, une société qui n'a plus de cadre d'expression ou d'espace d'expression suffisant, qui fait qu'on a certains de nos concitoyens qui vont s'engager dans des mouvements complotistes, des mouvements d'insurrection citoyens spontanés, etc. Et à mon avis, ça casse des cadres, une structure de la société qui, à mon avis, est délétère pour notre débat public en France. Merci. Alors, on va peut-être j'en viens à Jean-Michel Prats pour parler du rôle de la FAFA, parce que là, on quitte la stratosphère peut-être européenne en faveur d'un combat idéal, mais on a vraiment pléthore d'organisations représentées dans la salle qui, au jour le jour, travaillent, ont les mains dans le cambouis, comme on dit, et qui travaillent donc à rapprocher les sociétés civiles françaises et allemandes. Donc avec un peu le DGB au-dessus de ça, pour un peu comme la Confédération des syndicats en Allemagne, on a donc la FAFA, donc l'équivalent du VDFG. Dans quelle mesure votre organisation a aussi les moyens, l'impact, l'écoute des décideurs politiques pour faire remonter des messages, par exemple, suite à ce congrès, il y a eu les tables rondes, les ateliers, etc., où des tas d'idées, de réflexions, de remarques, de critiques, de suggestions ont été formulées. Est-ce que, indépendamment de la communication qui a eu lieu intensivement durant 48 heures, dans quelle mesure tout cela aussi peut aider à aiguillonner, stimuler les décideurs politiques au-dessus de nous, entre guillemets? Alors, en fait, le rôle de la FAFA, c'est un rôle de fédérateur et c'est un rôle d'interface avec à la fois le monde politique, mais aussi le monde académique, d'autres instances telles que le mouvement européen, et j'espère aussi, pour avoir échangé avec Hermine demain, avec une association comme le Triangle de Weimar. On avait déjà des échanges avec Dietmar du côté allemand et on va le poursuivre du côté français. La FAFA, elle est vraiment interface. On est là pour partager des messages avec des instances diverses. Alors on a de très bonnes relations avec l'ambassade d'Allemagne à Paris et j'étais aussi heureux d'échanger fortement avec Karine Brotman ici sur le terrain à Nantes. On a la consul honoraire, en effet, consul honoraire de la République fédérale d'Allemagne ici à Nantes. Et notre rôle, c'est de contribuer à casser les silos. Moi, j'ai souvent tendance à rappeler que souvent dans nos institutions, on est quand même très siloté. C'est-à-dire les jumelages ont des adhérents très engagés. On retrouve un peu aussi cet équivalent au mouvement européen, des gens très engagés pour nous dans le franco-allemand au service de l'Europe, mais que souvent à côté, il y a une autre organisation et que les gens ne se parlent pas toujours les uns avec les autres. Donc nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que tous les acteurs parlent les uns avec les autres. Pour cela, on a la chance de s'appuyer sur des unions régionales. Alors je vois Blandine ici pour les Pays de la Loire, je vois Philippe Manque pour la FAFA Bretagne, Ulrich Huet qui était l'ancienne présidente de la FAFA Bretagne. Mais
c'est justement en s'appuyant sur ces instances plus locales. Voilà. Attends. Je vais changer de micro, voilà. Donc, en s'appuyant évidemment sur les instances plus régionales, qu'on peut avoir des messages qui passent du bas vers l'union régionale, des messages qui sont retransmis au niveau national et où justement notre rôle, c'est d'échanger à terme, j'espère, Monsieur Voiry, avec les gens également de l'université franco-allemande, avec toutes ces instances pour passer des messages. On a la chance de participer à la FAFA au conseil d'orientation du Fonds citoyen franco-allemand, ce qui permet aussi de partager la vision vraiment du terrain et pour certains d'entre vous les difficultés qu'on a pu rencontrer cette année sur le Fonds citoyen. Mais on a aussi la chance de participer au groupe des experts franco-allemands de l'éducation nationale, ce qui permet aussi de passer des messages en soutien fort au pôle de synergie franco-allemand qu'on essaye de mettre en place. On participera normalement le 2 décembre prochain au groupe des experts franco-allemands de la formation professionnelle, parce que c'est aussi une autre piste aussi pour encourager le déplacement des jeunes plutôt dans la formation professionnelle ou dans un milieu où les gens n'apprennent pas obligatoirement la langue allemande, mais on peut encourager les échanges de jeunes, même si les deux parties ne parlent pas la langue du partenaire. Rien ne l'interdit. Et donc notre rôle, c'est à la fois d'échanger avec les instances terrain, grâce au soutien très très fort de nos unions régionales, et d'encourager, de casser les silos, de faire en sorte qu'on développe et qu'on encourage du partenariat transversal, puis en lien avec les différentes instances larges, de partager un peu la vie du terrain et de donner un avis sur un certain nombre de choses. Alors j'ai cru entendre l'autre fois qu'il était dans les cartons peut-être un nouveau traité d'Aix-la-Chapelle, je ne sais pas. Voilà. Alors après, on entend des choses, et puis des fois, il y a des choses qui aboutissent, puis des choses qui n'aboutissent pas. Alors, est-ce que la FAFA est écoutée? Est-ce que quand les messages sont passés, on en prend note, ou bien est-ce qu'il y a des corrections qui sont, le cas échéant, faites pour des projets existants? Alors c'est toujours très difficile, hein. On partage des idées, on est là pour les défendre. Certaines aboutissent. Je pense que notre combat avec la FAODFG, c'est un combat commun. Moi, j'oublie jamais que la FAFA est en France, la FAODFG est en Allemagne, et quand on est par exemple au conseil d'orientation du Fonds citoyen, en fait, c'est pas la FAFA qui parle, c'est la FAFA et la FAODFG, parce que avec son président qui est Jeroen Hake, on est vraiment complètement alignés par rapport à nos désirs et nos souhaits des deux fédérations. Et donc c'est un discours qui est poussé du côté de l'Allemagne par Jeroen, et puis en France par moi, par Françoise Arnold également, et les gens du bureau au niveau local. Et c'est important qu'on agisse à plusieurs niveaux. Il faut qu'on agisse au niveau national, mais il faut aussi qu'on agisse au niveau régional. C'est-à-dire qu'il est important que Blandine Martineau, ici, continue à échanger avec Karine Brodmann, que Philippe Meinke, du côté de la Bretagne, continue à échanger avec la consul honoraire de Rennes. C'est un message qui doit passer, et certains messages aboutissent. Par exemple ? Sur le Fonds citoyen, aujourd'hui, il y a un grand débat de son organisation future. Nous, on est en train d'encourager plutôt une structure indépendante, l'idée peut-être d'un troisième secrétaire général à l'OFAGE. Aujourd'hui, si vous connaissez l'organisation de l'OFAGE, vous avez 2 secrétaires généraux, un nommé par la France, un nommé par l'Allemagne. Actuellement, Tobias Butow, qui est le secrétaire général allemand, est seul, parce que Anne Talino
qui était la secrétaire générale française, a pris la fonction d'ambassadrice aux Seychelles. Et donc, le poste est actuellement vacant. Alors, il devrait, j'espère, être rempli dans quelques temps. Mais on souhaite que le Fonds citoyen puisse avoir une vraie place. Aujourd'hui, c'est une des instances de l'OFAGE. Et ça fait partie des combats qu'on est en train de pousser. Je suis incapable de vous dire si on aboutira, mais on porte un message tant du côté de la FAFA que du côté de la FAO-DFG. Est-ce qu'il y a un message, bon, là, notre congrès n'est pas terminé, mais qui pourrait ressurgir de tout ce qui a été débattu là, durant ces 48 dernières heures, un message qui pourrait être, passé aux responsables? Un des messages actuels, c'est, et on le voit bien hein, d'une façon générale, les jumelages, les instances associatives, on est tous un peu victimes des réductions budgétaires. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on doit mener des actions. Il faut les mener ensemble, mais nos moyens, nos ressources diminuent. Du côté des associations de jumelage, on veut faire partir des jeunes, mais les dotations de l'OFAGE étaient un peu identiques. Alors j'ai cru aussi entendre qu'il y a une augmentation d'1,2 million sur le budget de l'année prochaine. Oui, c'était un petit peu le contre-exemple par rapport à ce que tu viens de dire, l'annonce par plus ou moins l'exclusivité par Tobias que donc, les moyens de l'OFAGE allaient être augmentés. Mais 1,2 million, c'est pas grand-chose. Voilà, je crois qu'ils ont un budget de 27 millions d'euros. Ils ont quand même beaucoup d'actions et on le voit bien. Nous, on est centrale OFAGE. Nos dotations en tant que centrale OFAGE, alors sans dire qu'elles diminuent, elles stagnent. Donc on a plus de projets, on a sensiblement la même enveloppe. Donc puisqu'on a la même enveloppe avec plus de projets, donc en fait on nous diminue nos dotations, de fait, mécaniquement. Et donc notre combat, c'est d'essayer déjà d'obtenir au moins un minimum de garder les mêmes enveloppes. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour l'instant. Hermine Agassarian, je voulais maintenant vous donner la parole pour élargir le bilatéral au trilatéral avec le triangle de Weimar, dont on a parlé encore une fois hier matin. On sait que, en termes politiques, bon, ce triangle, il a parfois des courbes descendantes et ascendantes en fonction des constellations politiques dans tel ou tel pays, et notamment en Pologne. On sait que c'était compliqué lorsque le PiS était au pouvoir. Autant on peut voir, lorsque ça fonctionne, on a une redynamisation ces derniers mois de ce triangle, qu'il peut y avoir des rencontres et le cas échéant des décisions concrètes lorsque les responsables politiques au plus haut niveau ministériel, etc., se rencontrent. Mais quid on a vu hier matin que ce n'était pas simple, quid au contraire, dans l'autre sens, de l'impact que peut avoir ce triangle ou la société civile franco-germano-polonaise, si elle existe, pour faire remonter, comme la FAFA, des messages au niveau, dans les 3 capitales, voire au niveau européen. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec plaisir, effectivement, que je vais présenter un petit peu notre association et nos actions. Le Triangle de Weimar, c'était une initiative qui a été créée, qui a été une plateforme pour justement l'intégration européenne qui a été créée par les 3 ministres des Affaires étrangères de l'époque. Donc par les hommes politiques, mais qui a été soutenu pendant ces 35 ans, surtout par la société civile. On voit encore une fois que les initiatives politiques de la coopération peuvent durer et avoir des effets uniquement si la société civile y croit, si la société civile y participe. Ça veut dire qu'une Europe forte, c'est une Europe unie, et une Europe unie, c'est une Europe qui agit unie.
d'une façon unie. Et pour agir unis, il faut qu'on se parle, qu'on se comprenne. Et c'est ça justement qu'on souhaite soutenir avec notre association et avec nos initiatives pour les jeunes, pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, qui sont, si vous voulez, le présent et l'avenir surtout de cette Europe, qui vont créer l'Europe de demain. Alors, il y a une association qui soutient, qui promeut le triangle de Weimar dans chacun des 3 pays. Vous dirigez celle qui est active en France. Dans quelle mesure est-ce que, d'abord pour parler de ce que vous faites vous ici, dans l'Hexagone, dans quelle mesure est-ce que les revendications, pour prendre un terme très politique, que vous pouvez avoir, vous arrivez à les faire remonter? Dans quelle mesure êtes-vous écouté par le ministère des Affaires étrangères ou par d'autres instances, déjà au niveau français, pour faire passer des messages en ce qui concerne donc la coopération franco-germano-polonaise, le développement du triangle de Weimar, etc., de la société civile, les contacts? Oui. Quelles sont vos possibilités et quel est votre impact? Il y a effectivement une association du triangle de Weimar dans chaque des 3 pays. Donc, mon homologue allemand, il est présent ici. Et on travaille très étroitement ensemble. On a tous les mois des réunions ensemble. On mène beaucoup de projets ensemble. Et en ce moment, notre association française du triangle de Weimar est l'initiatrice d'un projet qui s'appelle le rôle de la jeunesse dans les technologies numériques au service d'une Europe forte et unie. C'est un projet qu'on a initié, ça fait 1 an et demi, donc on travaille depuis 1 an et demi sur ce projet et on va pouvoir organiser une grande semaine de rencontres justement début novembre à Paris avec 30 étudiants allemands, français et polonais qui vont se réunir pour échanger, pour cette ouverture d'esprit, pour cette ouverture culturelle européenne qui est absolument nécessaire pour la coopération et construction européenne. Et je dois dire que j'ai contacté dès le début des institutions, par exemple les 2 ambassades d'Allemagne et de Pologne. Et dès le premier contact, ils étaient prêts à coopérer avec nous. Par exemple, l'ambassade d'Allemagne va accueillir donc le projet, les 30 jeunes, tout un après-midi. Et ils ont créé même un jeu interculturel qui s'appelle Brückenbauen, construire des ponts, pour soutenir cette ouverture européenne. Notre soirée de gala sera organisée à l'ambassade de Pologne. On sera très probablement accueillis aussi au ministère des Affaires étrangères. Donc, les hommes politiques et les femmes politiques nous soutiennent. Et c'est absolument important, effectivement. Mais pas uniquement, on travaille aussi avec l'Institut polonais, avec Goethe-Institut à Paris, avec l'UFA qui est aussi... Université franco-allemande. Université franco-allemande, exactement, avec le bureau de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung à Paris. Donc le projet sera accueilli à l'ISEP, l'école d'ingénieurs du numérique à Paris. Donc vous voyez, Où vous travaillez, on peut le dire. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que lorsqu'il y a des rencontres politiques au niveau du triangle de Weimar ou qui se préparent, qui sont en gestation, est-ce que votre association ou les 3 associations dans les 3 pays sont consultées, peut-être plus lorsque les décideurs politiques veulent aussi que la société civile soit présente, parce que bon, à la fin, on fait aussi de la politique pour les citoyens normalement. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, on est invité régulièrement à des rencontres. Alors, je voulais donner la parole maintenant à Philippe Voiry, encore une fois ambassadeur pour la coopération transfrontalière. Donc, vous vous occupez de
beaucoup de frontières. Nous, en tout cas à la FAFA, évidemment, c'est surtout la coopération transfrontalière dont on a un petit peu parlé hier après-midi entre la France et l'Allemagne qui est au centre souvent. Mais ce que font les uns, enfin, ce qui se passe le long de certaines frontières peut aussi servir d'aiguillon à ce qui peut se passer ailleurs. Et puis au-delà, voilà, ce qui se passe aux frontières n'est pas forcément, peut être aussi un exemple pour d'autres développements dans l'ensemble des pays concernés. Dans quelle mesure est-ce que première question peut-être un peu plus large, mais dans quelle mesure ces coopérations transfrontalières constituent un aiguillon en quelque sorte au niveau donc local, régional, pour la construction européenne? Dans quelle mesure c'est essentiel quelque part, puisque le but de l'Europe c'était aussi évidemment de surmonter sans les supprimer, mais de surmonter les frontières qui ont été synonymes de nombreux conflits autrefois. Merci beaucoup. Alors d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. J'en suis très honoré de pouvoir parler devant vous. Je suis très impressionné effectivement par l'action de la FAFA et sa longévité, puisqu'elle a précédé le traité de l'Élysée. Je ne savais pas que les jeunes européens avaient aussi précédé toutes les institutions, le mouvement européen, pardon. Et donc, je souhaite marquer un grand respect pour ces institutions qui ont beaucoup à nous apprendre, y compris quand on est au cœur de l'administration. Alors, quelle expérience la coopération frontalière peut nous enseigner pour à la fois la construction du franco-allemand et la construction européenne? Je dirais, la première chose, la coopération frontalière nous place immédiatement dans le concret. Et c'est vraiment le quotidien de la construction européenne. Pourquoi? Parce que l'Europe, on l'a à côté de chez soi, lorsqu'on vit près de la frontière. Et donc, on peut très spontanément entrer en contact avec ses interlocuteurs allemands habituels. Généralement, on peut faire l'aller-retour dans la journée. En tout cas, pour moi, ça serait le critère d'une région frontalière. Donc, ça veut dire que on réduit au minimum le coût des interactions, on peut les rendre beaucoup plus régulières. Et ensuite, je dis qu'on est dans le concret parce que comme ce sont des partenaires qu'on voit très spontanément, on peut envisager une vie commune et des projets communs. C'est-à-dire que ça ne sera pas seulement un épisode dans votre vie. Là, je suis à Paris. Mes missions à Berlin, je les prépare plusieurs semaines à l'avance. Je vais 1 ou 2 fois à Berlin par an. C'est clair que ce n'est pas la même chose que quand je faisais la même chose à Strasbourg, où on pouvait envisager en fait toutes sortes de projets avec les partenaires voisins. C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment aucune contrainte. Et donc ça nous enseigne à être dans le concret. Alors ça a une conséquence pratique, y compris sur la manière de saisir les autorités publiques. Parce que, je dirais, le franco-allemand foisonne d'idées extrêmement intéressantes. Je dirais c'est une matrice, c'est un laboratoire de construction européenne dans tous les domaines. Je relisais avant de venir les conclusions du Conseil des ministres franco-allemands de Toulon le 29 août. Il y a eu 8 feuilles de route, une 30aine d'initiatives qui touchent à peu près à tous les domaines de l'action publique. Donc effectivement, le franco-allemand permet de s'intéresser à tout. Mais je dirais, dans le frontalier, on apprend quelque chose en plus. On ne parle pas seulement d'idées, on parle de vie quotidienne, on parle de vie concrète, et donc ça veut dire qu'on parle aussi de problèmes. Et je dirais, mon mandat, ça consiste plutôt à aborder les choses par les problèmes concrets que par les grands dessins, les grandes visions. Alors, on pourrait dire, oui, c'est très terre à terre, mais en même temps, ça vous donne une légitimité très forte. C'est-à-dire que si on parle par exemple d'énergie entre Français, entre Allemands, on sait que c'est un sujet compliqué sur lequel nous avons des approches qui sont nuancées sur des tas de sujets, des tas de dimensions, même si nous sommes beaucoup rapprochés ces derniers mois. Mais il y aura des gens qui penseront d'une certaine façon, des gens qui penseront d'une certaine autre, et toutes les idées se valent, et il faudra essayer de rapprocher tout ça. En revanche, quand vous êtes dans la coopération frontalière, vous arrivez avec des problèmes. Par exemple, en matière d'énergie, vous avez une aciérie à Kehl qui est la plus grande aciérie à arc électrique d'Allemagne qui rejette une très très grande quantité de chaleur.
Et Strasbourg s'est dit, c'est bête de perdre cette chaleur. Donc, on va essayer de la récupérer pour chauffer un quartier de Strasbourg. C'est un projet en cours. Là, évidemment, il y a des tas de problèmes. Il y a des problèmes juridiques, il y a des problèmes concrets, des problèmes techniques. Mais quand vous arrivez devant les autorités publiques en disant « Je n'ai pas un grand dessein pour l'Europe, j'ai une évidence, parce qu'entre voisins, on devrait pouvoir faire ça, on devrait pouvoir utiliser cette chaleur qui est dépensée à 600 mètres, mais on ne peut pas. » Donc, vous arrivez avec un problème qui se fonde sur un besoin, et là, les autorités publiques vous entendent. Et vous entendent beaucoup plus vite. Et je voulais juste dire une dernière chose. Quand vous arrivez avec un problème à soumettre aux autorités publiques, je dirais que le chemin le plus court, c'est, en tout cas un chemin extrêmement utile, c'est par les élus de la nation. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai appris dans la coopération frontalière. Toutes les voix sont recevables et nous serons toujours heureux au ministère de vous recevoir pour entendre vos suggestions, vos idées. Mais on ne perd jamais de temps à doubler ce chemin par les élus de la nation, parce qu'eux ont accès par définition à toutes les autorités avec un mandat démocratique pour cela. Et donc, c'est la meilleure façon de se faire entendre. Alors, dans cette coopération transfrontalière, dans la mesure où voilà, on a des bassins qui sont relativement modestes en termes de superficie, d'habitants, et on a beaucoup de problèmes concrets à régler, dans quelle mesure, pour rester fidèle au thème de notre discussion, dans quelle mesure les soucis quotidiens des populations concernées remontent de leur part, dans quelle mesure donc, la société civile est capable d'influencer, de pousser les politiques à prendre des décisions. Vous avez évoqué l'énergie, mais il y a aussi, on en a parlé hier sur un autre podium, il y a aussi les questions de santé, de prise en charge voilà, des malades dans tel ou tel hôpital, de tel ou tel côté de la frontière, les problèmes scolaires. On a évoqué, hier, on nous a parlé d'une nouvelle kita, d'un nouveau jardin franco-allemand. Il y a les problèmes de transport, les problèmes de retraite, de double imposition, enfin des tas de choses qui paraissent peut-être un peu triviaux, mais qui évidemment peuvent être autant d'urticaire, entre guillemets, au quotidien pour tous les habitants. Dans quelle mesure tout ça remonte, met la pression sur les élus locaux, régionaux, nationaux, et peut conduire à des réformes compliquées, on l'a déjà compris, mais souvent nécessaires, et qui là vont... C'est vraiment l'Europe des citoyens qui se construit là, au niveau local. Je vais donner un autre exemple. Depuis 2015, pour participer à une compétition sportive en France, il était nécessaire, jusqu'à récemment, d'avoir un certificat médical rédigé par un médecin. Et cette obligation a suscité des difficultés aux frontières pour l'organisation de compétitions sportives transfrontalières. Parce que la culture n'est pas la même chez nos voisins. En fait, chez la plupart de nos voisins, il n'est pas nécessaire, il n'est pas demandé d'avoir un certificat médical pour participer à une compétition sportive. Comme nous l'avait expliqué un ambassadeur d'Allemagne en France il y a quelques années, moi, quand je m'inscris à un marathon, je clique sur Internet, sur la case de décharge qui dit « J'estime être en bonne santé et je prends mes responsabilités au cas où il m'arriverait un accident ». Et c'est effectivement l'approche qui prévaut chez la plupart de nos voisins. Alors, grâce au traité d'Aix-la-Chapelle, qui offre la possibilité de déroger au droit national, nous avons envisagé de soumettre cet obstacle à la coopération frontalière, parmi d'autres, aux administrations centrales pour obtenir une solution qui soit applicable près de la frontière. Alors ce travail a été fait par les administrations, mais surtout aussi par 2 députés, qui ont interpellé les cabinets, le cabinet de la santé, le cabinet jeunesse et sport, et finalement on est arrivé à un dispositif qui serait applicable aux frontières et qui permettrait de se dispenser de l'obligation du certificat médical. Ça a eu d'autres implications. Je pense que ça a favorisé aussi la prise de conscience au niveau national que l'exigence d'un certificat médical était trop lourde et qu'on pouvait garantir les mêmes conditions de sécurité sans exiger un certificat médical. Et donc maintenant, il n'y a plus d'exigence de certificat médical au niveau national. C'est fait différemment, c'est-à-dire on s'assure que les gens sont en bonne santé, ou ils s'assurent eux-mêmes, en fait, ils s'assurent eux-mêmes en passant par un parcours de santé. Mais en tout cas, ça permet désormais à nos amis allemands de participer à un marathon frontalier
sans avoir besoin chez eux de demander un certificat médical, ce qui n'est pas la pratique, ce qui est très lourd, ce qui nécessite d'avoir un rendez-vous avec un praticien. Bref, un problème qui s'était posé aux frontières a permis de montrer que la France était peut-être allée trop loin dans certaines directions par rapport à ses voisins et peut-être par rapport à une norme qui était, je dirais, raisonnablement exigible des citoyens. Voilà, donc c'est la rétroaction d'un problème en apparence local sur du national. Est-ce que, peut-être une question à Hervé Moritz ou Monsieur Slotik, est-ce que cette coopération transfrontalière, elle est quelque part le noyau dur de solutions européennes? Bien sûr, tout ce qui se fait là n'est pas forcément valable ailleurs, mais est-ce que c'est là que l'Europe au quotidien se crée, se solutionne avec une société civile qui est confrontée aux problèmes tous les jours et qui les fait remonter peut-être plus rapidement que lorsqu'elle a des soucis pour lesquels l'Europe est certes également compétente, mais peut-être plus loin. Monsieur Slotik. Oui, bien sûr, la coopération transfrontalière est clé et on voit très bien maintenant avec tout ce qui se passe sur différentes mesures qui sont prises au niveau des États pour renforcer les contrôles des frontières, qu'au niveau local ou régional, il y a des réactions de temps en temps assez importantes. Est-ce nécessaire? Est-ce justifié? Et pour la Commission, qui est les garants de traiter, c'est toujours à vérifier si les conditions exceptionnelles sont toujours réunies. C'est une nouvelle donne depuis quelques années, mais on voit malheureusement la généralisation de contrôles transfrontaliers pour le mouvement de citoyens et des biens. Ça crée des ralentissements sur les frontières, ça empêche les échanges entre les gens. Et surtout, ça impacte la vie quotidienne, les gens qui vivent dans les régions transfrontalières, qui travaillent, qui se soignent, qui ont le membre de famille juste à quelques kilomètres, mais qui sont maintenant confrontés à des contrôles. Bon, heureusement, on ne contrôle pas tous, ce sont les contrôles ponctuels, mais quand même, il y en a. Oui, on a vu ça aussi donc à la frontière franco-allemande, notamment dans la pandémie de Covid, où ça a vraiment provoqué, on peut presque parler d'un traumatisme du côté surtout sarrois de la frontière, et ça a évidemment compliqué la vie des travailleurs transfrontaliers. Hervé Moritz, est-ce que c'est cette coopération transfrontalière, qu'elle soit franco-allemande ou non, est-ce que c'est, quand on dirige le mouvement européen, est-ce que c'est quelque part une sorte de noyau dur, d'embryon de l'Europe? Et est-ce que là, vous profitez, enfin, même si ce ne sont pas vos adhérents, mais d'une société civile qui, étant confrontée quotidiennement à des problèmes que l'Europe ou les deux pays concernés, ça dépend, doivent solutionner, où là, la société civile a une force peut-être plus importante que dans le Périgord ou dans une frontière excentrée de la Pologne? Oui, tout à fait. Je partage ce que disait Monsieur Voiry sur ces espaces frontaliers, c'est de véritables laboratoires de l'Europe, parce que c'est là où l'on observe en effet tout ce que l'Europe n'a pas encore solutionné, entre guillemets. Et donc on trouve beaucoup de problèmes à la frontière et on s'en rend compte sur des questions très concrètes. Vous l'avez présenté, une course transfrontalière, et puis d'un coup, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas les mêmes réglementations des deux côtés de la frontière, et donc que ça va compliquer l'organisation de la course. Et donc comment on pourrait faciliter l'organisation de cette course ou de futurs événements sportifs transfrontaliers, et donc le besoin de trouver ces solutions. Et ce que j'aime dans cette observation de ces bassins de vie transfrontaliers, qu'on peut vraiment qualifier ainsi, c'est qu'en fait c'est un miroir de la construction européenne, de ce qui fonctionne et de ce qui reste à faire aussi dans cette construction européenne. Parce qu'on l'a dit, il y a plusieurs moyens. Il y a soit d'agir en transfrontalier, et donc on a ces institutions transfrontalières, cette coopération transfrontalière qui se renforce et qui permet de résoudre des problèmes concrets à la frontière. Mais parfois, je pense que, et c'est aussi tout l'enjeu, et vous l'avez dit aussi en sollicitant les parlementaires, etc., il y a besoin parfois de passer à l'échelle aussi.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours tout régler avec un peu de spécificité ou de dérogation à l'échelle transfrontalière. Parfois, c'est des problèmes qui doivent remonter plus haut, soit à l'échelle nationale, soit même à l'échelle européenne, et inspirer la législation européenne pour trouver une harmonisation qui permet à tout le monde, dans certains domaines, de pouvoir bénéficier de cela. Voilà, il y a des exemples qui sont aujourd'hui toujours pas solutionnés. Récemment, j'ai un ami, habitant à Strasbourg, j'ai un ami qui habite à Strasbourg, qui travaille à Kehl. Il a pris son vélo en traversant le pont entre Kehl et Strasbourg. Il est tombé à vélo, il s'est cassé la jambe. L'ambulance l'a emmené à Offenbourg, plutôt que dans la clinique qui est juste de l'autre côté du pont. Il y a quand même une clinique, mais vraiment juste de l'autre côté du pont à Strasbourg. Et donc lui, habitant Strasbourg, Offenbourg, donc sa compagne, qui doit aller jusqu'à Offenbourg pour le voir, etc. Enfin bon, bref. Et donc on est encore dans ces inepties-là. Alors par exemple, c'est un vrai sujet, je sais que les parlementaires sont sur le coup, de la même manière, mais ça montre aussi toutes les limites de l'Europe, et donc encore le travail qui reste à faire en Europe pour trouver ces solutions. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important que, et c'est ce que vous disiez aussi sur l'effet un peu silo, c'est-à-dire parfois le transfrontalier travaille c'est un milieu qui travaille un peu dans l'entre-soi. Il y a le franco-allemand, il y a parfois les milieux européens. Et en fait, c'est très important qu'on travaille tous ensemble, parce que si on veut solutionner des problèmes qui sont transfrontaliers, parfois, il faut monter jusqu'à l'européen ou aller toquer à la porte des ministères à Paris ou à Berlin. Et ça, c'est aussi parfois des difficultés qu'on peut avoir pour trouver des solutions du quotidien. Et peut-être pour terminer sur le transfrontalier avec quand même un point d'observation. Si vous observez à la frontière, en France, il y a une étude récemment avec quelques chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Quand vous regardez les votes à la frontière, vous vous rendez compte aux dernières élections européennes que soit c'est des espaces qui s'abstiennent beaucoup, ce qui est paradoxal, parce que ça concerne normalement beaucoup plus leur quotidien, soit qui votent pour des partis qui sont contre l'Europe. Et là, ça vous pose des questions. Vous vous dites, mais vous vivez à la frontière, c'est vous qui bénéficiez le plus de l'Europe. Pourquoi ces citoyens parfois votent défavorablement face à l'Europe? Et l'une des théories que moi j'ai, c'est que c'est des personnes qui souffrent encore de la distorsion de la frontière. Je vous donne un exemple, la frontière entre la Lorraine et le Luxembourg, par exemple, vous avez énormément de travailleurs transfrontaliers. Ces travailleurs transfrontaliers, eux, ils bénéficient de la frontière. Ils ont des bons salaires au Luxembourg, ils habitent en Lorraine, etc. Ceux qui ne traversent pas la frontière pour travailler, qu'est-ce qui se passe en Lorraine en ce moment? Hausse des loyers très importants, pas de place dans les crèches parce qu'il n'y a pas assez de services publics, difficultés pour eux parce que les coûts de la vie augmentent. Et donc en fait, eux, ils subissent les conséquences de la distorsion qu'il y a à la frontière. Et donc l'enjeu du transfrontalier, mais aussi de l'Europe, c'est de répondre à ces distorsions, parce que sinon on perd les citoyens justement qui devraient être les premiers Européens, en tout cas ceux qui devraient soutenir l'Europe le plus. Et ça, c'est un vrai enjeu, et je pense que c'est un gros travail encore du transfrontalier. Ça prend beaucoup de défis qu'on a encore aujourd'hui à ces niveaux frontaliers et puis au niveau européen. Merci beaucoup. Alors, vous avez évoqué un aspect sur lequel je voulais de toute façon rebondir. C'était, vous évoquiez des partis ou le fait qu'un certain nombre de ces personnes habitant dans les zones frontalières votent pour des partis qui sont a priori opposés à l'Europe ou contre l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle agit actuellement. La question des populismes qui se développent un peu partout en Europe et qui donc ne sont par définition pas pro-européens, dans quelle mesure pour la société civile, et là on parle évidemment surtout d'une société civile pro-européenne qui s'engage pour le franco-allemand, pour l'Europe, dans quelle mesure vous faites face au quotidien à un vent mauvais, dans quelle mesure il est difficile de recruter, dans quelle mesure vous devez aussi, plus que par le passé, faire plus de prosélytisme en ne restant pas dans votre précaré, mais en essayant, à travers des activités, des programmes, d'aller sinon reconquérir ces personnes qui se détournent de l'Europe. C'est évidemment un défi. Alors,
quels sont les défis auxquels des organisations aujourd'hui sont confrontées, qui s'engagent dans le franco-allemand ou dans l'Europe? Jean-Michel, peut-être? Alors c'est un des défis en fait. Hein, c'est pas le seul défi du franco-allemand. On l'a évoqué beaucoup dans les tables rondes. On est d'abord un défi intergénérationnel. Le DFJA le rappelait. On a quand même des jumelages qui sont assez vieillissants, avec la volonté de réintégrer de nouvelles personnes. Donc c'est un des défis et c'est pas le seul. Le défi, c'est à la fois d'être dans un franco-allemand, mais un franco-allemand pour l'Europe. Et en effet, la remarque de M. Minudier tout à l'heure était intéressante par rapport à la présentation de Jonas. Cette génération, on ne parle pas d'Europe parce que l'Europe, elle est intégrée. Donc on n'est pas en train de dire on a la France, on a l'Allemagne, on a l'Europe. On est dans l'Europe avec la France et l'Allemagne. Et donc le défi, c'est de faire passer un message européen dans un environnement franco-allemand. Mais voilà le défi. On évoque souvent, hein, pour ma génération, on allait en Allemagne, on changeait des francs en Deutschmark et c'était un acte en tant que tel. Aujourd'hui, vous partez en Allemagne, il vous manque 200 €, vous allez sur un guichet automatique bancaire, vous retirez 200 € et finalement, vous ne voyez pas vraiment de différence. Parce que si vous ne les consommez pas, quand vous arrivez en France et que vous allez avec votre boulangerie, vous donnez 10 € et puis vous achetez votre pain. Voilà, donc le défi, il est de continuer à travailler ensemble sur une Europe unie, de travailler ensemble pour développer cette relation franco-allemande au service de l'Europe. On alimente des débats en faisant partir des jeunes avec l'environnement politique tel qu'il est. Quand on est dans un comité de jumelage, on a tous un défi l'année prochaine après les élections municipales. Moi, j'oublie jamais qu'un jumelage, c'est aussi un serment d'amitié entre deux villes, et que j'ai vu des comités de jumelage disparaître, tout simplement parce que l'action politique les gens qui avaient été élus ont décidé d'arrêter. Et même si les gens du comité de jumelage ont envie de poursuivre, et vous évoquiez tout à l'heure, M. Voiry, les politiques, hein. Nous, on a la chance d'avoir des bonnes relations avec Frédéric Petit, qui est un des grands défenseurs du franco-allemand, Madame Tilliez, hein, qui était hier présente, et puis Brigitte Klingert, qui avait fait une capsule vidéo. Mais on a besoin des politiques, et on a aussi besoin des politiques au niveau local. C'est-à-dire, on est dans les Pays de la Loire. La région Pays de la Loire a réduit drastiquement son aide à la culture, aux associations européennes, et ça a eu un impact, et ça a un impact. Pour revenir sur les municipales, est-ce qu'une large victoire et la conquête d'un certain nombre de villes par le Rassemblement national, c'est une menace pour les comités de jumelage? Les jumelages ne vont pas disparaître, comme on nous l'a dit hier, sans doute, mais voilà. On se rappelle en 97, je crois que c'était lorsque Vitrolles a été conquis par à l'époque le Front National, la ville allemande jumelée avait interrompu le jumelage, et Nantes, par exemple, actuellement a mis en pause, en tout cas au niveau politique, les relations avec Tbilissi. Est-ce que c'est un truc qui, au niveau une menace pour les comités de jumelage qui sont membres de la FAFA? Alors, ça peut l'être. Pourquoi? Parce que souvent, un comité de jumelage, ils utilisent des salles municipales, souvent gratuitement. Ils ont souvent des aides financières de la ville. Pour certains, on leur prête des locaux. Et si demain on vous prête plus de salle, on vous reprend vos locaux, on vous donne pas de salle, ça va être très très compliqué pour poursuivre des actions. Donc il faut pas oublier que il y a l'argent, soit, mais il n'y a pas que l'argent. C'est-à-dire que si on vous donne 2000 € de subvention, mais qu'on vous prête plus aucune salle gratuitement, et qu'à chaque fois que vous voulez avoir une salle, il faut payer, vous allez vite vous rendre compte que les 2000 €, c'est rien.
même si c'est porté par des bénévoles, même si Françoise Arnold le rappelait ce matin, on est tous des bénévoles engagés. La majorité des gens qui sont dans nos congrès FAFA-FAO-DFG, c'est des bénévoles engagés. On est très investis, on ne compte pas notre temps, on met même, c'était un peu la plaisanterie hier avec Philippe Meinke, faire du bénévolat, ça coûte de l'argent. Et donc si demain on a pu vraiment le soutien d'une municipalité, d'un département, d'une région, au début on va quand même continuer à faire les choses, hein, on le voit bien dans les entreprises, dans nos différents services, hein, vous aviez une subvention, on vous retire une partie de la subvention. Dans un premier temps, la vie continue telle qu'elle l'était avant. Et puis à un moment, les gens commencent à s'épuiser et les choses seront mises en cause. Et sur un jumelage, moi j'oublie jamais, j'avais un maire au Chénet qui le rappelait, vous n'existez que parce qu'il y a un serment d'amitié entre deux municipalités. Et qu'on est là pour faire vivre ça. Et si on a le soutien de la municipalité, on le fait vivre avec des bénévoles engagés et on arrive à aller plus loin. On a en plus le soutien du Fonds citoyen franco-allemand, on a le soutien de l'OFAGE. Ça, c'est indispensable pour faire des actions qu'on n'aurait pas pu faire avant. Moi, j'ai souvenir pour avoir participé dans le bureau de la FAFA quand on a évoqué la création du Fonds citoyen. Alors, il y avait Margarethe Medorn qui est dans la salle, qui était présidente de la FAO-DFG à l'époque, et Barbara Martin-Koubis du côté de la FAFA. Et un des grands débats dans le bureau, c'était de dire, aujourd'hui, on a des subventions pour les jeunes. Alors, excusez-moi l'expression, il faut qu'on ait des subventions pour les vieux. Voilà, et pour les seniors. C'est-à-dire qu'on pouvait faire partir des jeunes, parce qu'il y a des subventions, mais quand on voulait faire partir un bus ou faire venir une école de musique ou une chorale, on n'avait pas d'argent. Et c'était compliqué. Et le Fonds citoyen nous a facilité les choses. Donc pour répondre vraiment à votre question, moi je suis attentif au municipal, mais après, la relation, elle est entre les présidents de jumelage et leur mairie. Et je ne suis pas certain que la couleur politique est vraiment la seule clé. C'est-à-dire que si la relation elle est bonne, peut-être qu'il y a des choses qui seront. Probablement, s'il y a une couleur politique de tel ou tel parti, ça sera plus ou moins facile. Mais même si vous avez le même parti, c'est pas joué. C'est pas joué. C'est pas gagné. Alors, on dit souvent dans le franco-allemand que lorsque, au niveau politique le plus élevé, les choses ne sont pas si simples que cela, on a une société civile qui est extrêmement dynamique et quand sans doute il n'y a pas deux autres pays au monde qui ont autant d'échanges et que donc ça peut compenser les déficits au niveau politique. Est-ce que pour les autres interlocuteurs sur le plateau, ça vaut aussi? On pense par exemple au triangle de Weimar où on sait que selon qui est au pouvoir dans tel ou tel pays, ça peut être un petit peu compliqué. En même temps, on peut avoir un PiS au pouvoir, mais en même temps une opinion publique qui reste, on a entendu les résultats de sondage hier après-midi lors d'une table ronde, qui reste très pro-européenne, que les attaques, on peut les qualifier de germanophobes du PiS, ne sont pas forcément reprises par une majorité de la population. Bref, est-ce que, au niveau, pour ce qui vous concerne, au niveau du triangle du Weimar, là aussi, la société civile peut soit être plus en avant, plus pionnière, plus progressiste que peut-être, ou peut aiguillonner, encore une fois, pour revenir au thème de notre table ronde, les responsables politiques? Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement un défi et ça peut être un défi dans tous les trois pays du triangle de Weimar, et ça a été déjà le cas effectivement en Pologne, et justement encore une fois c'est promouvoir cette ouverture européenne, c'est la meilleure façon pour lutter contre ça. C'est la meilleure façon parce que il faut aussi souligner encore une fois que ça ne vient pas de soi. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail qu'il faut
recommencer avec chaque nouveau collégien et lycéen, et parce que dans un contexte franco-allemand comme ici, nous sommes tous réunis, et pour nous, je pense que pour tous, c'est quelque chose de très naturel, on y vit. Par contre, il faut absolument en tenir compte que, comme pour les parents, mais aussi pour les jeunes, cela n'est jamais acquis. Il faut faire ce travail. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre modeste contribution, avec nos projets, pour justement promouvoir cette ouverture. Et avec une ouverture culturelle européenne, évidemment, on se retrouvera dans une société ouverte qui veut connaître l'autre, qui veut apprendre la langue, qui veut savoir plus sur la culture, qui veut coopérer. Et cette coopération est une nécessité pour la construction de l'Europe de demain, et est une richesse culturelle, est une richesse personnelle et professionnelle pour chaque jeune. Une question, merci beaucoup. Une question peut-être à Monsieur Ouari, une question peut-être plus politique. Je ne sais pas si je vous laisse répondre de la façon que vous souhaiterez. Est-ce qu'il y a suffisamment d'écoute au niveau politique? Bon, vous représentez entre guillemets le ministère des Affaires étrangères, de la population. Hervé Moritz évoquait la faiblesse des corps intermédiaires en France, avec des mouvements spontanés et parfois explosifs. Est-ce que c'est suffisamment est-ce qu'on fait suffisamment? Est-ce qu'on fait suffisamment bien? Est-ce que des recettes peut-être qui ont pu être expérimentées au niveau transfrontalier, où là il y a peut-être encore plus d'imbrication, je ne sais pas, entre la société civile et les responsables, en tout cas locaux et régionaux? Est-ce que tout ça peut être inspirant pour notre pays en général? Alors oui, j'ai été très agréablement surpris. Enfin, surpris non, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié le fait d'entendre Hervé Moritz redire des choses, reformuler les questions que nous étions posées, notamment sur la progression des votes extrêmes dans les régions frontalières. Alors ça, c'est quelque chose que nous suivons de manière très précise, qui nous a évidemment tout de suite sauté aux yeux en 2017, 2022, 2024. 2017, pour donner un exemple frontalier, sur les départements de la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, vous aviez un seul élu des extrêmes à l'Assemblée nationale. 2022, ils étaient déjà 7 sur 15. Donc ça a été une progression très rapide. Et on a vu aux européennes, en 2024, soyons clairs, vous aviez en gros, vous aviez 2 points de plus ou 3 points de plus dans les départements frontaliers pour les extrêmes que la moyenne nationale. Voilà. Il y a deux départements qui échappaient à ça, qui sont la Haute-Savoie et les Pyrénées-Atlantiques, qui sont aussi des départements qui sont très riches. Donc je crois qu'il y a vraiment un facteur économique que M. Moritz a très bien expliqué. Et en fait, ce que vous avez dit, c'est une question qui nous a été posée lors d'une visite, lorsque Mme Colonna est venue rencontrer son homologue à Wissembourg et dans le Palatinat, lorsqu'elle est entrée dans la voiture à l'aéroport de Baden. C'est une visite assez étonnante, parce qu'elle a été accueillie non seulement par notre ambassadeur à Berlin, mais aussi par la préfète de la région Grand Est sur un aéroport allemand, à Baden-Baden, ce qui était quand même une première. Lorsqu'elle est montée dans la voiture, tout de suite, elle nous a demandé « Expliquez-moi exactement ce que vous avez dit. Expliquez-moi pourquoi ces gens qui vivent l'Europe au quotidien votent contre l'Europe. » Et je crois que l'explication que vous avez donnée est assez convaincante. La question que je me pose, c'est est-ce que... Alors, on comprend que les gens qui ont du mal à se loger face au Luxembourg, parce qu'eux-mêmes n'ont pas d'emploi au Luxembourg, soient frustrés et protestent par leur vote. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est sûr que les gens qui ont un emploi au Luxembourg ne votent pas aussi pour les extrêmes? Et ça, c'est une question ouverte. Alors, ce que m'a expliqué un élu local, il m'a dit, vous savez, les gens qui travaillent à Sarrebruck et qui habitent à Forbach,
Vous avez vu Sarrebruck tout à l'heure, c'est pimpant, ils reviennent à Forbach, ils se disent mais pourquoi chez moi c'est pas comme l'endroit où je travaille? Et il y a aussi une frustration, manifestement aussi pour les travailleurs frontaliers. Donc ça, nous en sommes conscients, nous sommes attentifs, et c'est pour ça effectivement que nous investissons sur ce laboratoire de l'Europe que sont les régions frontalières. C'est pour trouver des solutions qui fonctionnent là, et puis qui peut-être nous inspirent aussi des solutions transposables sur la totalité du territoire, en matière énergétique notamment. Monsieur Slotych, puisque vous avez, en tant que représentant de la Commission européenne en France, une vue d'ensemble, vous êtes toujours avec nous? Je n'en suis pas sûr. Oui, oui. Ah, oui, d'accord. je suis là. Très bien, bon, parfait. Je voulais juste savoir, sur ces questions d'impulsion de la société civile, du rôle de la société civile pour influencer le monde politique, pour servir d'aiguillon, puisque, une question un peu plus peut-être personnelle, puisque vous êtes vous-même originaire de Pologne, donc de ces pays qui sont entrés au sein de l'Union européenne il y a un peu plus de 20 ans. Est-ce qu'il y a des différences concernant notre sujet d'aujourd'hui? Hervé Moritz évoquait le poids plus fort et le lobbying au sens positif du terme plus fort que peut par exemple jouer le mouvement européen en Allemagne. Est-ce qu'il y a des différences si on regarde les 27 concernant la capacité, la mobilisation, la force de la société civile dans ces pays respectifs pour influencer, influer, jouer un rôle à travers des relais institutionnels ou pas, la sphère politique? Que vous disent vos observations personnelles ou des sondages d'Eurostat ou je ne sais pas. Ici, je dois un peu enlever mon chapeau de la Commission européenne et parler un peu comme un Polonais vivant en France qui voit de choses se passer dans mon pays, aussi en France. Ce phénomène que M. Moritz vient d'évoquer n'est pas limité à la France. Malheureusement, dans plusieurs pays, on voit la progression très forte des extrêmes, malheureusement en Allemagne aussi, on le voit. En Pologne, on a vu au printemps l'élection des présidents qui s'éventent de courants nationalistes, si même il n'est pas aux extrêmes des extrêmes en Pologne, ce qui vous montre le paysage politique déjà bien compliqué. Ce que je peux dire, c'est que l'exemple franco-allemand est très important. Et il a servi pour nouer des contacts entre les sociétés civiles, les contacts transfrontaliers entre la Pologne et l'Allemagne. On voit très bien maintenant que ceux qui sont le plus vocaux contre cette mesure, j'évoquais ici les contrôles des frontières. Voilà, c'est la société civile transfrontalière de deux côtés des frontières qui dit nous, on n'a pas de problème, ce que vous évoquez au niveau national. Si même le phénomène qui était évoqué par M. de Dorsey, que les gens aux frontières vont les extrêmes, on les voit malheureusement aussi en Allemagne de l'Est, et on les voit aussi à la frontière Est, surtout de la Pologne, où les votes extrémistes est maintenant concentré. Pour les autres pays, c'est les combats des quotidiens. On voit bien ce qui se passe maintenant en Hongrie avec les élections qui arrivent au mois d'avril prochain, avec soi-disant consultation citoyenne qui est à vrai dire, une campagne visée vers l'Europe, vers Bruxelles, qui si on lit bien les questions, essaye d'augmenter les taxes pour que les taxes des Hongrois financent l'Ukraine.
Je pense que j'ai aussi fait un lien à ce qu'a dit M. Moritz. Il faut maintenant voir l'action de la société civile dans un contexte qui est complètement bouleversé depuis 2022 avec l'agression russe contre l'Ukraine et les efforts de l'Union européenne, des États membres, de se préparer aux menaces multiples dont, malheureusement, ce ne sont pas que les régions transfrontalières de l'Union qui sont exposées. On a vu récemment l'histoire des drones qui s'est baladé à Munich, en Danemark, l'arrêt d'un bateau sur les larges, sur les côtes françaises, le bateau de la flotte fantôme russe. Et maintenant, cette perception des menaces, il faut les révisiter, il faut il faut se préparer, il faut prendre des mesures. Et je vois ici un rôle énorme pour la société civile. Il faut peut-être expliquer à nos jeunes que les années joyeuses de paix en Europe, c'est pas maintenant. On voit des menaces qui arrivent. Il y a la discussion sur rétablissement de services militaires en Pologne, en Allemagne aussi, avec toutes les controverses. Il faut se préparer à une nouvelle donne géopolitique qui va impacter la société civile, qui va impacter nos vies quotidiennes partout en Europe. Merci beaucoup, Monsieur Soltysik, pour cet élargissement des perspectives et cette vue d'ensemble, même si un certain nombre de choses que vous avez évoquées ne sont pas extrêmement positives, mais bien réelles. Donc on verra peut-être lors d'un prochain congrès quel rôle la société civile peut jouer, européenne, franco-allemande, face à ces défis. Le temps avance et je vous propose peut-être de prendre la parole ici parmi le public. Vous avez certainement des questions, des remarques à formuler. J'en vois déjà une. Merci, Monsieur le Président. Je n'aurai pas de questions. Je voudrais évoquer un exemple remarquable de stimulation de l'action politique par la société civile. L'ancienne présidente de la VDFG, Margarete Methorn, avait été invitée à un hearing d'un comité du Bundestag qui préparait du côté allemand le traité d'Aix-la-Chapelle. Et au cours de ce hearing, Margarete a proposé que, à l'exemple de l'OFAGE, il devrait y avoir une institution qui faciliterait les rencontres franco-allemandes des non-jeunes. Et le miracle s'est produit. Cette proposition de la présidente de la VDFG s'est retrouvée dans le texte du traité d'Aix-la-Chapelle, dans l'article qui a créé le Fonds citoyen franco-allemand. Touché. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Un exemple positif de l'action de la société civile. D'autres prises de parole? Là, à droite. Monsieur Ménudi, ensuite. Merci beaucoup pour cette table ronde. Petite question très brève. Quels sont selon vous les canaux de communication efficace pour susciter encore le désir et l'envie d'Europe dans la société civile? Parce que les vents contraires sont très forts, vous les avez évoqués. La majorité de vos confrères, Monsieur Thibault, ne font pas la qualité de votre travail d'information, mais préfèrent justement susciter la haine. Et puis, les extrêmes sont très forts sur les réseaux sociaux, chez les jeunes, qui simplifient beaucoup. Donc, quels sont selon vous les
canaux de communication efficaces pour vraiment que nous ayons le poids que nous méritons? Je ne sais pas qui veut répondre. Vémoritz, vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on commence, que vous avez plus de membres, donc tout le monde ne rejette pas l'Europe, visiblement. Est-ce que vous avez plus d'adhérents parce que les menaces qu'a aussi évoquées M. Soltýk, avant qu'on prenne les questions du public, augmentent voilà, et puis peut-être voilà, que je vous laisse répondre librement, bien entendu, à la question. Oui, en effet. Alors, je vais peut-être faire un pas de côté par rapport à la question, dans le sens où je ne sais pas si c'est la question des canaux de communication qui compte ou si c'est la question du message. Et c'est peut-être l'évolution du message aussi qui compte. On est dans une société qui est de plus en plus polarisée. Et en fait, paradoxalement, nos mouvements européens, on enregistre des adhésions. Enfin, on a une progression des adhésions ces dernières années. Qui, selon moi, vient aussi du fait de l'augmentation des menaces qui pèsent aujourd'hui sur le projet européen, sa remise en cause, que ce soit à l'intérieur par des forces nationalistes et populistes, ou que ce soit à l'extérieur par des acteurs comme Vladimir Poutine, même l'administration de Donald Trump, qui aujourd'hui remettent en cause complètement l'ordre international et l'ordre européen qu'on a construit après la Seconde Guerre mondiale. Et donc ces menaces, forcément, poussent certains Européens qui ne voyaient pas forcément l'intérêt de s'engager pour défendre ce projet auquel ils croient. Et nous, c'est aussi, à mon avis, peut-être un changement de message aussi qu'il faut pouvoir porter en disant qu'en effet, c'est l'engagement de la société civile qui fait aussi ce projet et donc pousser les gens à s'engager et de susciter cette prise de conscience citoyenne et de pouvoir la mobiliser dans le cadre d'un engagement au sein de nos organisations. Donc ça, c'est très important. Et je veux montrer ça aussi, et c'est essentiel parce que on parlait tout à l'heure de quand les liens, par exemple, politiques peuvent se défaire aussi à la faveur de certaines élections. On l'a dit par exemple en Pologne, le gouvernement du PiS avec lequel il était difficile de coopérer dans le cadre du triangle de Weimar, mais ça peut être aussi à l'échelle locale, une municipalité qui d'un coup tombe aux mains de partis extrémistes et donc qui rompt les liens politiques entre le jumelage. Qu'est-ce qui reste dans ce cas ? Ce qui reste dans ce cas, c'est la société civile. Quand la coopération politique n'est plus possible, pour des raisons de partage de valeurs quand même, enfin, on n'est pas sur... c'est pas juste des disputes d'intérêts ou je ne sais quoi, il y a un décalage de valeurs. Ce qui demeure, c'est la société civile, c'est vous. Enfin, c'est les comités de jumelage en fait qui demeurent. Moi, à Strasbourg, on a un jumelage avec Dresde. La municipalité de Dresde et la municipalité de Strasbourg ne travaillent quasiment plus ensemble. Qu'est-ce qui reste ? C'est des citoyens engagés à Dresde et à Strasbourg qui se disent c'est pas possible, on ne peut pas laisser à des politiques qui ont envie de détricoter l'Europe et portent des discours nationalistes la seule expression, la seule parole. Il faut que nous, comité de jumelage, nous, citoyens qui sont engagés pour cette amitié franco-allemande et pour cette unification de l'Europe, il faut qu'on se mobilise. Et là, d'un coup, le comité de jumelage, il reprend un sens qu'il avait avant justement la création de ces institutions. C'est ce que je disais, quand la société civile s'engage, ces comités de jumelage, c'est eux qui ont fait, en effet, après le traité de l'Élysée, parce que dans les années 50, il y avait déjà ces contacts, et parce qu'on préparait déjà, en fait, cette institutionnalisation. Donc c'est pour ça que la société civile, il faut y accorder de l'importance aujourd'hui. Parfois, les pouvoirs publics l'ont parfois oublié, et c'est important de le rappeler. Je pense que la société civile, et une société civile en bonne santé, c'est gage de résilience de nos sociétés démocratiques. C'est-à-dire, s'il y a des basculements politiques, des extrémistes qui arrivent au pouvoir et qui veulent déconstruire cette société démocratique, l'union qu'on a construite en Europe, c'est la société civile qui peut aussi être un rempart, qui peut permettre d'être résilient et de préparer l'avenir, de préparer la suite, de continuer à garder des liens et d'éviter qu'on revienne dans un continent... en proie aux guerres et aux discours, aux accents nationalistes. Donc c'est essentiel d'investir dans la société civile, essentiel aussi de créer cette résilience et de conserver les liens, quelle que soit la situation politique, qui parfois forcément peuvent être tendues et parfois au contraire sont très, très fertiles et produisent de grandes avancées sur la scène européenne. Merci beaucoup. Si Pascal... Jean-Michel Prats voulait ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions suivantes. Voilà, simplement pour compléter un peu les propos de Hervé, il faut
le couple franco-allemand, cette relation franco-allemande, on n'arrête pas de nous dire, enfin on nous dit souvent, regardez, ça se passe pas très bien au niveau politique, est-ce que ça continue à avancer? Eh bien oui, la société civile, elle avance, quelle que soit la relation du couple franco-allemand. Et puis moi j'aime bien me référer un peu à l'histoire. Si on prend l'histoire des jumelages dans les années 70, souvenez-vous ce qui s'est passé. Dans beaucoup de villes, ce sont des politiques qui d'abord ont fait cette relation, et puis les gens des villes qui n'étaient pas du tout impliqués. Et moi, si je donne l'exemple de la ville jumelle du Chénéro-Concours, qui s'appelle Eppenheim, au début, c'était les maires, les conseils municipaux qui se rencontraient, puis ils faisaient régulièrement des rencontres, et puis les habitants, ils n'étaient pas impliqués. Et les habitants, ils se sont dit, mais ça ne peut pas durer comme ça. Et donc, du côté de Heppenheim, ils ont créé un Freundeskreis qui, dans un premier temps, n'avait pas du tout de rapport avec la municipalité. C'était des gens d'Heppenheim qui voulaient aller rencontrer des gens du Chênay et ensemble construire des projets. Et à un moment, il y a eu des relations qui étaient plus ou moins bonnes dans les municipalités. Ça n'a pas toujours été super bon, mais ça a toujours perduré. Mais par contre, du côté des habitants, ça a toujours été bon. Et donc, quand on a la chance que toutes les planètes soient alignées, c'est-à-dire le niveau politique s'entend très bien, au niveau des municipalités, les gens s'entendent bien, et évidemment au niveau des hommes et des femmes, des comités de jumelage, des Freundeskreis, et qu'importe le nom qu'on a derrière, évidemment ça va mieux, ça va plus loin, on a des moyens, on peut faire des choses, mais c'est aussi les hommes et les femmes qui composent les comités de jumelage, c'est Freundeskreis, qui font fonctionner les choses. Et il ne faut jamais l'oublier. On est ici tous des fortement engagés dans le franco-allemand, dans un franco-allemand au service de l'Europe. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est mieux quand on a la chance d'avoir nos politiques qui s'entendent mieux, parce que souvent, ça nous donne des moyens complémentaires. Ça permet aux fonds citoyens d'avoir plus d'argent, ça permet à l'OFAGE d'avoir un peu plus d'argent, et donc on en profite indirectement, et c'est super, mais c'est aussi quand même les hommes et les femmes qui composent nos structures, qui font avancer les choses, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Merci Jean-Michel. On va peut-être prendre plusieurs questions pour maximiser le temps qui nous reste encore. Voilà. J'arrive pas à voir si c'est... D'accord, allez-y. Bonjour, Antoine Roule, je suis à la FAFA Bretagne. J'ai une question qui va être rapide. C'est juste, quand je regarde autour de moi les étudiants qui s'intéressent un peu à l'Union européenne, force est de constater qu'il ne faut pas avoir des œillères et dire que aujourd'hui tout fonctionne bien. Il y a des gens qui veulent déstabiliser l'Union européenne. Et le ressenti que j'ai, c'est de voir qu'il y a, quand je suis allé moi dans les institutions, c'est qu'il y a on va dire qu'il y a des résolutions, il y a des grandes idées, des grands discours. Il y a toujours plein d'idées, mais sur le plan international, on dirait qu'on n'est rien. Enfin, on se fait bouffer par les Américains, par les Chinois, sur les énergies, etc. Les Russes aussi ont de la place. Est-ce qu'on peut imaginer, peut-être pour M. Soltych la question, est-ce qu'on peut imaginer un jour avoir une voie commune des pays européens pour pouvoir peser sur le plan international? Merci beaucoup. Monsieur Ménudet s'était manifesté, à moins qu'il y ait encore des questions dans la même zone, entre guillemets. Oui. Oui, j'avais encore une question, Wolfgang Piener, DFG Bonn. Est-ce que ce n'est pas trop réduisant de dire la société civique, c'est les comités de jumelage? Vous avez cassé le silo, vous avez mentionné ça. Parce que les membres sont aussi actionnaires, ils sont aussi investisseurs, ils sont aussi touristes, ils sont aussi des gens qui découvrent de Saarbrück peut-être que Nantes est aussi une ville intéressante en termes écologiques. Donc ça, c'est, je crois, cet aspect, on pourrait le travailler. Et puis, comment vous réagissez là-dessus? Merci. D'autres questions? Donc, encore une fois devant et...
Voilà. Oui, je voulais demander à M. Voiry qui nous précise peut-être un peu le rôle du couple franco-allemand à Bruxelles. Est-ce que c'est un rôle que vous jugez trop important et comment est-ce que c'est apprécié par les autres États membres? Et d'autre part, si on compare le rôle de chacun des deux pays, quel est le plus influent? Vous savez, il y a toute une information qui circule en France, comme quoi la Commission serait sous influence allemande, d'autant plus que Mme von der Leyen est d'une nationalité allemande. Merci beaucoup. Voilà, je vous propose de répondre à ces questions. La première, effectivement, peut-être M. Soltýk se sent plus particulièrement interpellé. Et sinon, donc, Philippe Voiry a été directement interpellé avec la troisième question. Monsieur Soltýk, votre micro est coupé, je crois. Si vous nous entendez. Oui, je suis là, mais malheureusement, il me semble que ma caméra ne marche plus. Non, mais effectivement, mais on voit, mais on vous entend très bien. Donc, allez-y. Si vous souhaitez répondre à la première question particulièrement. Je pense que ici, il faut la prise de conscience de tous, parce que la Commission, sur le dossier qui sont liés aux menaces, surtout aux menaces liées à la guerre en Ukraine et menaces russes vis-à-vis des autres États membres, il faut se rappeler le théâtre qui était déployé sur la frontière avec l'Estonie il y a quelques jours, avec les soldats, soi-disant, on ne sait pas qui, mais on sait très bien que ce sont des Russes qui étaient déployés en face des soldats estoniens. Nous vivons dans les temps incertains et la Commission fait son job de rappeler les États membres qu'il faut se préparer. Il y a bien sûr les limitations qui sont liées à ce que la Commission peut faire. La défense dure, ce sont des compétences des États membres, mais la Commission peut faire beaucoup de choses pour faciliter, par exemple, les achats communs d'équipements militaires pour l'Ukraine et pour les États membres eux-mêmes. Et pour la prise de conscience, je dirais que c'est le travail de nous tous, des États, des collectivités locales et des sociétés civiles. Nous ne sommes pas encore à une prise de conscience générale qu'un grand pays nucléaire essaye de nous menacer et essaye de nous emmener dans la guerre. Et pour ça, il faut vraiment le travail de nous tous. Alors, sur cette question-là, je dirais oui, nous sommes tous les acteurs. Vous voulez dire, même si M. Voiry a été interpellé, vous voulez répondre à la critique de M. Ménudier sur une Commission européenne trop germanique? M. Soltýk? Non. Voilà. La réponse a le mérite de la clarté et d'être concise, et je cède la parole à Philippe Voiry qui était interpellé directement. Oui, alors je pense que tout le monde ici connaît l'adage selon lequel quand la France et l'Allemagne s'accordent à Bruxelles, les autres États membres sont inquiets, mais quand la France et l'Allemagne ne s'entendent pas, ils sont désespérés pour le futur de l'Europe, parce que si la France et l'Allemagne ne s'entendent pas, ça veut dire que il n'y a pas la base pour un accord qui réunisse tout le monde, parce que nos pays sont quand même très complémentaires sur de nombreux aspects. On l'a vu aussi, encore une fois, au Conseil des ministres franco-allemands de Toulon. Pourquoi on a vu que la base était à nouveau là pour permettre de faire de nouveaux progrès dans la construction européenne, puisque le nouveau gouvernement allemand a fait un mouvement très important vers la France sur un certain nombre de sujets. Alors après, est-ce que la Commission, in fine, est sous influence allemande, sous influence française ou sous d'autres influences? C'est une question qui est très difficile à évaluer, parce que ça dépend ce qu'on regarde. Il faut voir que sur période longue, la construction européenne doit énormément, je dirais, aux vues françaises, au droit français,
Et ça continue d'être le cas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels les vues françaises se sont quand même imposées, sur le pacte asile-migration, sur les questions énergétiques. On a fait énormément de progrès aussi, parce que la France est très active et elle s'est trouvé des alliés. Après, il y a certaines... Je dirais sur le fond, c'est souvent très français. Sur la forme, ça dépend. Après, c'est vrai qu'au fondement de l'Union européenne, il y a différents modèles qui existent pour faire coexister des nationalités différentes, des cultures différentes. C'est vrai que le modèle de l'Allemagne médiévale, c'est-à-dire du Saint-Empire, a aussi inspiré les pères fondateurs. Donc, sur la forme, vous avez parfois des choses plus allemandes. Sur le fond, vous avez des choses qui sont parfois très françaises. Mais en fait, c'est un mélange. C'est très difficile de démêler. Je dirais que l'influence de chacun des deux pays est de toute façon très forte, mais aussi parce que chacun représente des courants de pensée assez caractérisés et assez complémentaires sur beaucoup de sujets. Voilà ce que je pourrais dire. Vous avez le droit, la tradition de droit romano-germanique qui leur est commune. Après, il y a un pays qui a une ouverture atlantique, un autre qui est vraiment le centre de la Mitteleuropa. Donc ça, c'est des complémentarités qui nous permettent, je pense, de trouver des compromis qui correspondent à peu près à tout le monde. Merci beaucoup. Jean-Michel avait été interpellé sur le comité de jumelage, mais je ne sais pas, pour que personne ne soit discriminé, si vous voulez tous les deux ajouter quelque chose sur telle ou telle question, de façon concise. Allez-y, prenez le micro. Oui, peut-être juste sur la question de la puissance européenne et peut-être l'incapacité aussi à l'Europe de se penser comme une puissance. Simplement évoquer un point et qui montre aussi un peu en regard. À la fois, la société civile, elle a ce rôle de faire prendre conscience à l'opinion publique des enjeux, des menaces aussi qui pèsent aujourd'hui sur le projet européen. Elle a aussi le rôle d'interpeller les institutions sur parfois une conscience qui est partagée dans l'opinion et qui ne se traduit pas dans des actes aussi ambitieux qu'en attendent les citoyens. Le mouvement européen international a fait un sondage cet été, mais il y a d'autres enquêtes d'opinion qui ont été faites sur le sujet, sur la défense européenne. Il y a 59% des Européens qui sont favorables à une armée européenne. Il y a 51% des Français qui sont favorables à une armée européenne. Moi, j'aurais jamais pensé que je verrais des sondages pareils d'opinion. C'est vrai dans différents sondages qui sont faits à l'échelle de la France, c'est vrai dans différentes enquêtes d'opinion qui sont faites à l'échelle européenne. La Commission a avancé un plan au mois de mars pour investir dans la défense européenne, mais en fait ce plan, en réalité, c'est un investissement davantage dans le renforcement de chaque armée, de chaque défense nationale, et un effort de coordination, notamment en matière d'industrie, à l'échelle européenne. Mais on est loin de l'idée d'avoir une force d'intervention européenne qui pourrait venir compléter en fait ces armées nationales, peut-être éviter à certains pays d'ailleurs de rétablir le service militaire pour envoyer leur jeunesse faire un service militaire et les envoyer au front. Enfin, je pense que c'est pas non plus l'avenir qu'on a envie de donner à notre jeunesse, de se dire vous allez aller vous battre comme vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents se sont battus. C'est pas non plus quelque chose qu'on veut pour notre jeunesse. Et donc, il y a aussi ce rôle de la société civile de faire prendre conscience aux dirigeants que parfois l'opinion publique, elle est un peu en avance sur les dirigeants, notamment à l'échelle européenne. Merci. Jean-Michel Prat, sur la question sur les comités de jumelage. Juste par rapport à ce que disait Hervé, je vous invite à regarder le pré-budget annoncé de l'Union européenne 2028-2035, où il y a un des piliers qui est justement la défense européenne. Voilà, c'est au moins un pré-budget. On est dans la phase discussion, mais ça va aussi arriver. Alors, pour répondre à la remarque de Wolfgang, évidemment, quand on parle de la société civile, j'oublie pas tous les acteurs de la société civile. Il y a Olivier Pasquier qui est là, du CAFANA, il y a Philippe Menke qui est aussi vice-président du CAFA Rennes. On avait invité nos amis de Protandem sur tout ce qui est la formation. On est en lien et on avait hier l'UFA qui était présent. Le franco-allemand, c'est beaucoup d'acteurs. On échange et on travaille régulièrement avec le CEFA, le Club économique franco-allemand de Paris. Oliver Nass qui était là vendredi soir pour le prix de Sikunsa. Il ne faut jamais oublier qu'Olivier il est en charge des relations aussi partenariales
entre autres du CEFA. Donc, quand on parle évidemment de la société civile, je n'oublie absolument pas les autres acteurs. On évoquait avec Hermine une volonté aussi qu'on travaille davantage les uns avec les autres. On a engagé un travail aussi avec le mouvement européen France, mais aussi, surtout, avec les antennes locales. Le nombre de conférences montées conjointement entre un comité de jumelage et un mouvement européen d'une section locale, c'est en train de croître. On travaille avec les maisons de l'Allemagne, on travaille avec les référents du Fonds citoyen. La société civile, c'est tous ces volets-là. Et évidemment, si on veut avancer ensemble, c'est mieux de travailler les uns avec les autres, et pas uniquement que les jumelages. Merci Jean-Michel pour cette réponse très inclusive. Je Hermine. souhaite, oui, peut-être ajouter encore un exemple justement pour, comme continuation à ce que tu viens de dire, effectivement. Donc, par exemple, nous, en tant qu'association française du Triangle de Weimar, nous avons lancé ce dernier projet numérique et aujourd'hui, il y a 35 jeunes des 3 pays qui représentent 17 universités allemandes, françaises et polonaises qui sont impliquées dans ce projet. Donc voilà un exemple. Et à peu près 20 lycées dans les 3 pays. Dans ces 20 lycées, évidemment, il y a au moins 15 classes, chaque classe avec 30 élèves, qui ont appris des choses sur l'Europe, sur la coopération européenne, sur l'importance de cette coopération. Merci beaucoup pour ces détails sur ce projet trilatéral qui fait aussi avancer les choses. Et merci, puisqu'on arrive au terme de notre conférence de clôture, merci à tous les participants. Merci aussi à Monsieur Soltych qui était connecté avec nous. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Voilà. Et conservez un petit peu de force pour les applaudissements, puisque vous avez encore maintenant 2 discours de clôture de Sylvain Maudy pour la VDFG et ensuite Jean-Michel Prats pour la FAFA. Voilà, donc je ne sais pas si on reste sur le plateau, si on s'installe... J'ai passé la parole à Sylvain Maudy, vice-président de la VDFG, pour le clôture de discours, le clôture de fin. Pour toi. Je ne sais plus parler même plus français. Je ne sais plus parler français. Mais bon, c'est pas... Bonjour tout le monde, guten Morgen nicht ganz, liebe Freundinnen und Freunde, mesdames et messieurs. Am Ende dieses ja genau, ich spreche jetzt auf Deutsch, pour ceux qui n'ont pas de casque. Am Ende dieses inspirierenden Kongresses danke ich Ihnen allen von Herzen für Ihr Kommen, für Ihr Engagement und für die Leidenschaft, mit der Sie die deutsch-französische Freundschaft leben. Diese Tage haben gezeigt, wie stark und lebendig unser Netzwerk ist. Besonders die Impulse der Studierenden, der Génération Europe, des DFJA, des OFAGE, haben mich beeindruckt. Mit Energie, Kreativität und einem klaren Bekenntnis zu einem offenen, solidarischen Europa. Sie verkörpern die Zukunft unserer Partnerschaft und zeigen, dass das europäische Projekt dort am stärksten ist, wo junge Menschen Verantwortung übernehmen. Ein bewegender Moment war für viele und auch für mich tatsächlich auch besonders die Verleihung des Elsy-Kühnleins-Preises, mit der wir herausragenden Journalismus ausgezeichnet haben. Journalismus, der in Zeiten von Polarisierung und Desinformation uns Orientierung bietet und auch Mut macht.
Diese Zeiten des Umbruchs geben auch Grund zur Hoffnung und zur Zuversicht. Denn es gibt die auch, die engagierten, kompetenten und empathischen Persönlichkeiten, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. In Vereinen, in Politik und in der Zivilgesellschaft. In den Workshops über die Städtepartnerschaften und auch über die Beiträge zu den Städtepartnerschaften, das wurde jetzt gerade auch erwähnt, wurde sehr deutlich, dass unsere Jumelage alles andere als veraltet und obsolet sind. Im Gegenteil, sie sind die Grundlage vieler Aktivitäten. Ich will es nicht wiederholen, aber es ist tatsächlich so. Das Beispiel Non-Saarbrücken, was wir heute und die letzten Tage auch gesehen haben, zeigt sehr eindrucksvoll, wie lebendig solche Partnerschaften wirken, wenn sie von Begeisterung und lokaler Initiative getragen werden. Auch die Gespräche rund um das Weimarer Dreieck haben verdeutlicht, wie wichtig die trilaterale Zusammenarbeit bleibt, als Brücke zwischen Frankreich, Deutschland und Polen, als Ausdruck gemeinsamer europäischer Verantwortung. Für unsere Arbeit gibt es bereits starke institutionelle Grundlagen. Der Aachener Vertrag bietet einen klaren Rahmen, um die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Darin spielt der Bürgerfonds eine zentrale Rolle als Motor für neue Projekte und Begegnungen. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wenn wir links und rechts der Grenze schauen, sehen wir, dass es für viele Herausforderungen bereits gute Lösungen gibt. Wir müssen sie nur aufgreifen und anpassen. Die Devise lautet auch, also Ärmel hochkrempeln und miteinander reden. Ein herzliches Dankeschön gilt dem gesamten Organisationsteam der FAFA, allen voran Jean-Michel, Françoise, Evelyne, que je viens de voir et qui vient de partir, je crois, Yvon und allen anderen, die mit großem Engagement und Herzlichkeit diesen Kongress möglich gemacht haben. Ebenso danken wir auch von der VDFG allen Unterstützern, Partnern und Teilnehmenden, die das Forum bereichert haben und inspiriert haben. Wir freuen uns schon sehr auf den nächsten Kongress nächstes Jahr in Saarbrücken im Oktober, gemeinsam mit der DFG Saar. Im Namen des gesamten VDFG-Vorstands und besonders unseres Präsidenten Jochen Hake möchte ich sagen, merci beaucoup, vielen Dank und auf ganz bald. Merci à tous et à toutes. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé ce matin, donc je vais essayer de faire assez court. Dans tous les cas, merci beaucoup à tous les participants. Merci aux différents intervenants pour ces tables rondes passionnantes, ces ateliers très riches. On a souhaité, avec Françoise Arnold et le comité d'organisation, vous proposer un congrès ouvert sur des sujets d'actualité avec le soutien et l'aide de journalistes. Merci encore à Pascal, à Hélène Kohl, à Fabienne Lissac, à Niklas et tous les autres intervenants. L'idée était de couvrir des sujets. Sachez que d'ici 2 semaines, l'ensemble de ces conférences seront en ligne sur la chaîne YouTube de la FAFA. Ils seront sous-titrés, dans un premier temps sous-titrés en français, dans un deuxième temps sous-titrés en allemand. Et ça sera aussi pour nous un défi technologique, mais on devrait y arriver sans trop de difficultés. On a été très heureux de tous ces échanges. L'espace de la CCI de Nantes est vraiment propice aux rencontres, aux échanges sur les stands. Merci à tous les gens qui étaient présents sur les stands et qui ont fortement, très très fortement contribué à ce partage. Le franco-allemand, ce sont des gens engagés qui parlent ensemble vers un même sens, un franco-allemand au service de l'Europe, dans les défis actuels. On sait que rien n'est facile, rien n'est joué, mais il faut néanmoins continuer à travailler ensemble, co-construire ensemble. Et je sais que, j'aime bien cette expression, casser les silos. Donc je vais rester dans cette logique. Alors c'est une logique que j'ai aussi professionnellement. J'aime bien casser les silos. Mais c'est aussi un moyen d'avancer ensemble.
Merci encore d'être tous venus à Nantes. On se retrouvera avec beaucoup de joie à Sarrebruck l'année prochaine, du 16 au 18 octobre 2026. Et l'année prochaine, on vous annoncera où nous irons en 2027. Sachez que nous avons commencé déjà à réfléchir sur le prochain lieu et les prochaines dates de notre 71e congrès. Mais on va laisser passer d'abord le 70e avant d'arriver au 71e. Je vous souhaite dans tous les cas une bonne fin de soirée, bonne fin d'après-midi, probablement une bonne fin de soirée. Je suis déjà parti un peu plus loin. On se retrouve derrière un cocktail déjeunatoire, derrière un verre. Bonne fin de journée à vous et à très bientôt. Demander un service au gérant.